Bonjour à tous. Je laisse les derniers s'installer. Moi, je suis Marie Broca et je suis responsable du développement ici au sein des subsistances. Donc, merci, monsieur le directeur, toute l'équipe du CAE d'avoir choisi les subsistances pour accueillir cette conférence inaugurale de cette belle exposition que vous allez découvrir dans quelques instants. Alors, juste quelques mots sur les subsistances. Ici, vous êtes donc sur ce site que l'on partage avec l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon et qui accueille 300 étudiants. Nous, les SUB, on est une association, un lieu dédié à la création artistique. On accompagne de jeunes artistes pluridisciplinaires à différentes étapes de leur création. Donc on a un lieu de soutien à la création, mais aussi un lieu de diffusion. On programme des spectacles, des formes, des performances aux esthétiques assez innovantes et avant-gardistes pour ceux qui nous connaissent. Et puis on est aussi un lieu, on a une mission très ancrée d'accessibilité des œuvres, des artistes, des spectacles au plus grand nombre et notamment au public empêché et éloigné. Là, dans quelques semaines, on s'apprête à accueillir un rendez-vous important pour nous que sont nos métamorphoses estivales. Ces métamorphoses estivales, ce sont des œuvres monumentales que l'on commande à une jeune équipe artistique qui n'a encore jamais réalisé une œuvre à cette échelle. C'est une œuvre, une architecture, ça doit vous parler, abritante de spectacles, de danse, de cirque, de musique, de danse, de théâtre, tout l'été. Donc on vous donne rendez-vous le 2 mai sur notre terrasse pour découvrir cette œuvre dont je tairai le nom pour l'instant, mais elle sera aérienne, suspendue, circassienne et en céramique. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente conférence et une très belle soirée en compagnie du CAE. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir aux Subsistances. Donc, je suis Sébastien Sperto, moi je suis directeur du CAE Rhône Métropole. Donc, comme vous le savez, le CAE mène plusieurs missions d'intérêt public, dont une qui est importante à nos yeux, qui est celle de la sensibilisation des actions culturelles. L'événement de ce soir fait partie de cette série de missions d'intérêt public. Je vais mettre mes lunettes. Alors, donc je profite de cette introduction pour remercier la direction et l'équipe des Subsistances pour la qualité de leur accueil. Donc nous sommes très heureux, au nom du conseil d'administration, de son président Frédéric Ponchéry et de l'ensemble de l'équipe des CAE Métropole, d'accueillir ce soir la société coopérative Anatomie d'Architecture, avec laquelle nous avons organisé le programme de cette soirée inaugurale. Nous avons d'ailleurs un programme quasiment sur 6 mois ensemble, avec des formations et différents événements complémentaires. Donc ce groupe qui se présentera est composé d'architectes et d'anthropologues. Ce soir, Alice Mortamet, Mathis Rager, Emmanuel Stern et Raphaël Walter vont se présenter et engager la discussion avec vous sur le projet qu'ils vont vous présenter. Ils sont ici pour évoquer leur démarche de recherche, ainsi que le projet démonstrateur du COSTIL qui a été réalisé en Pays d'Auge. Donc nous inaugurerons à l'issue de cette conférence une exposition en lien avec l'ensemble de cette démarche qui s'appelle le Tour des matériaux d'une maison écologique, accueilli au CAE à quelques centaines de mètres d'ici jusqu'au 28 novembre 2024. Donc nous sommes très heureux de partager avec vous cet important travail de recherche qui me semble être tout simplement devenu aujourd'hui d'une certaine manière un manifeste. En tous les cas, c'est comme ça que nous on peut le regarder. Je pense aussi que nous pouvons partager ce soir en introduction plusieurs convictions qui nous sont communes, qui, je l'espère, permettront de soulever des échanges fructueux avec la salle. Donc je vous propose d'avoir en tête 4 items qui sont pour le CAE des questionnements complètement en résonance avec le travail que la SCOP et Anatomie d'Architecture ont réalisé. Tout d'abord, et ce n'est pas nouveau, les enjeux qui peuvent être rattachés à la reconnaissance de la valeur des lieux. Pour nous, au CAE, c'est extrêmement important. C'est-à-dire les ressources, les paysages, la qualité du cadre de vie qui en découle. Et ces enjeux, pour nous, en tous les cas, devraient être aujourd'hui, dans une approche idéale, se placer au centre de toute démarche de projet ou d'aménagement, y compris au cœur de ce que nous appelons, dans notre jargon parfois professionnel, la ville diffuse, donc cette ville que vous vivez au quotidien et qui répond à des règles de droit commun. Au cœur de cette ville diffuse, nous faisons un constat depuis pas mal d'années, qui est la question de l'industrialisation de l'acte d'aménager ou de construire. Donc il est partout à l'œuvre, depuis pas mal de décennies.
Il est farouchement ancré dans nos territoires et son impact s'observe clairement aujourd'hui à l'échelle nationale, à travers, entre autres, la grande uniformité des pratiques, des process et des paysages produits, quelle que soit d'ailleurs la nature des paysages urbains qui sont investis ou naturels. En clin d'œil, vous aviez réalisé un premier volet à ce projet qui s'appelle le Tour de France des maisons écologiques. L'autre item que je souhaiterais évoquer, qui est très important aussi aujourd'hui dans l'aménagement du territoire, c'est la question de l'évolution ou de la mutation des tissus pavillonnaires. Parce qu'en effet, nous observons en ce moment une dynamique très forte, invitant à réinvestir sous de multiples formes ces tissus, les repenser, les subdiviser, essentiellement dans un objectif souvent de rente foncière. Et ce processus, il évoque très rarement la qualité de la production et la qualité surtout de la conception. Donc ce qui nous paraît essentiel in fine, puisqu'il s'agit in fine, d'une qualité d'usage et donc de la qualité de notre vie au quotidien dans les territoires. En lien avec cette qualité de la conception, je profite de votre intervention de ce soir pour réouvrir un débat qui n'est pas fréquemment réouvert, qui porte sur la place de la création architecturale. J'ose le dire, la question de l'esthétique, le débat est souvent le parent pauvre aujourd'hui de la transformation de cette ville diffuse et celle des projets que nous pouvons rencontrer au quotidien. Alors j'en profite, je dis aussi que d'ores et déjà, le projet du COSTIL est un très beau projet sur le plan architectural. Avant de vous laisser la parole, je rappellerai aussi que le CIO de Métropole, dans le cadre de sa mission d'intérêt public, de conseils gratuits auprès des candidats à la construction, vous pouvez bénéficier d'un conseil gratuit d'un architecte conseiller en point conseil. Il suffit de prendre rendez-vous à notre standard téléphonique. On conseille aussi les collectivités et on place au centre de ces missions cette prise en compte de l'existant, de ce qui est déjà là, qu'il s'agisse d'enjeux de paysage, de biodiversité ou de bâtiments. Donc à l'instar de votre proposition, nous sommes convaincus d'ores et déjà que cette prise en compte peut parfaitement s'inscrire dans un processus de création contemporaine et d'une transformation vertueuse des territoires. Votre démarche de recherche et votre démonstrateur ont fait l'objet de 2 publications qui sont en vente à partir d'aujourd'hui au CIE. Donc lorsque vous passerez des subsistances au CIE, vous pourrez acheter ces 2 ouvrages. Je vous remercie vivement pour votre présence et je vous souhaite une très belle conférence. C'est à vous. Et voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour cette introduction. Et voilà, on va commencer. On vous a prévu un programme assez dense ce soir où on vient présenter notre démarche en général, pas uniquement le projet d'exposition qu'on va vous représenter pour ceux qui nous suivent au CIE tout à l'heure, plus en détail dans les lieux de l'exposition. Mais là, on vous présente notre démarche un peu dans l'ensemble. Et voilà, donc c'est parti. En gros, on est une SCOP, c'est Société Coopérative Anatomie d'Architecture, et on est une très jeune SCOP, merci. On est une très jeune SCOP, on s'est constitué de manière juridique en tant que SCOP il y a 3 ans en réalité, en fait jour pour jour presque à 2 jours près, ça fait 3 ans qu'on est officiellement une agence d'architecture et qui se permet en fait de faire plein d'autres choses que de l'architecture. Et en réalité, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble avant la création de cette boîte, mais c'est quand même important de dire qu'on est une très jeune structure et qu'on change un peu chaque année de là où on veut mettre l'accent. Toujours dans cette même démarche un peu globale, d'essayer de questionner et de proposer des solutions ou en tout cas des alternatives à la construction conventionnelle et d'essayer de voir en interviewant des personnes et en se frottant un peu à la matière en tant que concepteur ou en tant que constructeur, essayer de travailler sur la question de la construction écologique aujourd'hui en France. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça, c'est le thème général. Et du coup, il y a 3 axes différents qu'on développe. C'est le côté construction, le côté recherche et le côté transmission. Et à chaque fois, dans ces actes, dans ces choses-là différentes, voilà, chaque année est un peu différent. Dans construction, on mêle conception et construction en tant qu'artisan. Dans la recherche, on fait quelque chose qui ressemble plus à peut-être la casquette du journaliste, où on allait interviewer différentes personnes, on allait dessiner, récolter des données dans différents projets qu'on va vous présenter juste ensuite. Mais c'est important de préciser quand même que c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. C'est sur un projet de recherche où à la base on n'était pas là pour ni faire de la construction ni de la conception. On était juste ensemble pour aller questionner, faire un tour de France qu'on vous présente juste après,
un tour de France pour essayer d'analyser des pratiques alternatives à la construction conventionnelle. Ça, c'était le sujet de départ et ça nous a mené ensuite à faire tout ça. Et le côté transmission, c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir. C'est pour faire l'inauguration de l'exposition qui va être accueillie jusqu'au mois de novembre au CIE Rhône Métropole. Et du coup, cette exposition, elle traite d'un sujet qu'on vous présente aussi juste après, mais ça fait partie de cette case-là, transmission, qui est importante pour nous, et que ce soit en des différentes expos ou des livres, essayer de partager des choses qu'on va récolter partout en France. Je voulais aussi dire que, oui, ce soir, il n'y a pas Mathis Rager, on est une coopérative où on est 4, et ce soir, il n'y a pas Mathis Rager qui s'excuse, qui ne peut pas être là ce soir, qui aurait bien aimé, mais du coup, on est tous les 3. Voilà. Ok, moi je vais pas me lever, je vais rester assis. Effectivement, comme disait Manu, le premier projet qui nous a fait démarrer notre collaboration ensemble, bon, c'était d'abord tous les 3 avec Mathis et Emmanuel, puis Alice nous a rejoint par la suite. C'était un projet qui était plutôt un projet effectivement d'abord de recherche et qui est devenu ensuite un projet de transmission. Et ce projet s'appelle le Tour de France des maisons écologiques et il a eu lieu en fin 2018. Et c'est un projet qui est né d'une volonté, après quelques années passées en agence d'architecture, du moins je parle pour Mathis et moi-même, d'aller voir des choses un peu différentes de ce qu'on avait pu éprouver dans nos premières expériences en agence d'architecture, qui pouvaient être assez conventionnelles. On a fait l'expérience des grosses agences, des gros projets, parfois à l'étranger, parfois pas d'une éthique incroyable ou exemplaire. Voilà. Et notre rencontre avec Emmanuel, leur expérience, Mathis et Emmanuel, du chantier participatif, nous ont fait découvrir la construction un peu différente de celle qu'on voit en école d'architecture, puis en agence d'architecture habituellement. Et en l'espèce, c'est un chantier participatif en Pisé, pour construire une maison en Pisé en Corse, qui a donné envie de découvrir à Mathis et à moi-même plus ce type de pratique. Emmanuel connaissait déjà assez bien la construction terre. Et voilà, l'idée a germé de aller commencer à découvrir un peu ce qui se passe autour de nous et ce qu'on peut trouver en France comme pratique constructive alternative. Donc on a cherché pendant un bon moment, pendant une année entière, des projets aux 4 coins du territoire avec des systèmes constructifs différents. Donc on a trouvé plein de choses différentes. Ça, c'est l'itinéraire qu'on a fait. On a fait 6000 km à l'automne 2018. Et c'est l'ensemble de nos visites. On a visité 30 projets, ce qui était assez incroyable parce que ça nous permettait de un jour voir une maison en terre. Alors là, on voit du super A2 par exemple, le lendemain voir une maison plutôt en paille, des maisons en balle de riz, en chanvre, en laine de mouton. L'idée, c'était de pouvoir avoir une espèce de vue panoramique de ces projets, de ces filières parfois qui sont assez décorrélées ou déconnectées les unes des autres, alors qu'elles sont toutes finalement assez liées dans le sens où elles ont un peu un adversaire commun qui est celui de l'industrialisation de l'architecture et de la construction et les matériaux conventionnels. Voilà. Donc c'est un projet dans lequel on a établi un protocole de recherche, d'entretien. On a rencontré des porteurs de projets, alors soit des architectes, soit des autoconstructeurs, soit des artisans, parfois des personnes même encore un peu différentes qui nous racontaient leurs projets en détail. Et nous, on a rempli des classeurs, de nombreux classeurs avec beaucoup d'informations. Donc voilà, un panorama de ce qu'on peut trouver en France quand on cherche un peu longuement des pratiques différentes. Ça ressemble à ça. On aime bien montrer cette image parce que ça montre à la fois la diversité un peu intuitivement des différentes régions qu'on a traversées. On sent qu'on n'est pas dans les mêmes coins. Il y a des maisons où c'est très évident les matériaux les matériaux principaux qui sont employés. D'autres, c'est un peu plus caché. Et quand on avait pu faire des présentations sur ce projet-là, on aimait bien laisser deviner aux gens quels matériaux correspondaient à quelle maison. Si on s'appelle Anatomie d'architecture aujourd'hui, ça vient un peu de ce principe-là, c'est que à travers ce projet, les Tours de France, la façon dont on a essayé de les restituer, c'était, on a à la fois récolté beaucoup de données, et puis ensuite pour le restituer, ce qu'on a voulu faire, c'est utiliser les codes de présentation et de communication des architectes, donc à la fois soit rigoureux, ou soit par le dessin, ce genre de choses, pour aller
documenter de façon assez transversale et assez systématique des techniques qui peuvent être parfois très empiriques, qui peuvent représenter de façon très peu conventionnelle. Et une des choses qui était notamment importante pour nous, c'était de montrer ce qu'il y avait dans les murs, à l'intérieur des bâtiments. C'était de faire une sorte de dissection. Voilà, donc ce genre d'outils de présentation nous a permis de raconter ça. Et on voulait vous présenter juste un seul projet de ce Tour de France des maisons écologiques qui nous semble qu'on aime bien présenter parce qu'il révèle plein de choses différentes. On va peut-être pas trop s'éterniser là-dessus parce qu'il y a aussi plein d'autres choses, mais c'est une maison qui est dans l'Orne, en Normandie. C'est la première maison qu'on a visitée en partant de Paris. On est parti de Paris pour faire ce grand tour. Et c'est une maison qui est complètement neuve et qui a été construite de A à Z en autoconstruction par des personnes, par un couple, ingénieur structure, ingénieur thermique, qui venait de faire une formation en éco-construction et qui voulait vraiment s'implanter dans un territoire et essayer de proposer quelque chose qui leur semblait intéressant. Mais intéressant, en fait, à tous les points de vue. Au point de vue historique, ils ont commencé à se poser la question de, dans cette région, comment on construisait dans le passé, vraiment faire un tour pour essayer de comprendre les systèmes constructifs qui semblaient pertinents dans cette région-là. Il se trouve qu'ils ont identifié que les fondations, c'était souvent avec des pierres, un peu comme dans plein de régions en France, et les soubassements aussi, et surtout que les murs étaient constitués de bauges beaucoup, et dans ce territoire-là, la bauge, c'est une des techniques de construction en terre crue qu'on retrouve dans plein d'endroits du monde, et qu'on retrouve notamment énormément en Normandie et en Bretagne. Du coup, ils ont essayé de proposer une construction uniquement avec des matériaux qui venaient de très très proches, d'une vingtaine de kilomètres, 50 kilomètres, ça dépendait, mais vraiment ultra proches, avec de la paille du voisin agriculteur, du bois de la forêt locale, dont ils connaissaient les scieurs, etc. Et en fait, c'est un projet qui nous a beaucoup inspiré pour la suite, c'est aussi pour ça qu'on vous le présente, et aussi parce qu'il illustre différentes choses de ce Tour de France, où voilà, c'est un peu ça, c'est le système constructif qui existait dans le passé dans cette région-là et qui n'est plus du tout monnaie courante dans cette région-là de manière actuelle. La bauge, c'est des énormes murs en pierre. Et l'idée, c'était de comment comment eux pouvaient proposer une construction qui réinventait ce système-là, mais avec les exigences de confort, notamment contemporain. C'est-à-dire que la terre, ça isole très très mal, ça apporte beaucoup d'inertie, mais c'est un mauvais isolant. Et du coup, pour avoir une maison qui peut se passer de climatisation et de chauffage, ils ont essayé de coupler tout ce qu'il y avait d'intéressant dans la terre, mais pas que. Du coup, ils ont fait des piliers en bauge pour porter la maison, et entre ces piliers-là, des bottes de paille. Comme ça, ils utilisaient la terre là où c'était pertinent, c'est-à-dire pour ses capacités à porter, parce qu'elle est très forte en compression pour porter. Par contre, elle n'est pas intéressante pour l'isolation. Et vu que c'est une région où il fait quand même assez froid, il y avait l'exigence d'isoler avec des bottes de paille qui viennent de juste à côté. C'est pour illustrer que dans ce Tour de France-là, certes, c'est des matériaux naturels, mais il y a déjà cette réflexion de, en fait, des gens qui proposent des choses qui n'existent pas. Personne ne fait des 6 piliers comme ça en dehors du monde de l'autoconstruction. Personne ne fait 6 piliers en bauge avec des bottes de paille entre les piliers pour proposer un système constructif. Or, c'est ultra pertinent, ça sort des règles, mais c'est ultra pertinent au niveau du confort et au niveau de la provenance des matériaux. Essayer de vraiment bien comprendre et de ne pas mettre de la terre partout si c'est inutile. Voilà. Donc ça donne ça en dessin. Et une autre info, dans l'expo et surtout dans le livre sur le Tour de France des maisons écologiques, on retrouve beaucoup d'informations et graphiques et chiffrées. On a essayé de décrire le profil des différents habitants pour comprendre pourquoi les maisons convenaient à leur profil, les maisons qui choisissaient de construire convenaient à leur profil en termes de temps qu'ils pouvaient allouer à leur projet, ou bien de compétences, ou bien de connaissances en termes de personnes, en termes humaines. Et voilà, et aussi des graphiques qui montrent la provenance des matériaux et sur le même graphique, le poids de chacun des matériaux les plus importants utilisés dans ces bâtiments-là. Dans le livre-là, on récapitule un peu toutes ces données pour essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire une maison écologique. C'est un peu l'étude dans ces 30 projets, finalement ces 12 qu'on a essayé de réunir dans le livre. Essayer de voir comment on pouvait les comparer un petit peu entre eux pour avoir une idée, sans dire qui est bien, qui est mal, mais juste pour avoir une idée de ce que ça voulait vraiment dire, et essayer de questionner que parfois, une construction écologique, ça peut être... voilà, il y a des gens qui disent oh, je fais une maison en botte de paille, c'est ultra écologique. Bah peut-être pas, peut-être que si on regarde vraiment, comme Raphaël l'a dit, avec cette idée de disséquer, anatomie d'architecture, on essaie vraiment de voir des fondations à la couverture, bah peut-être qu'en fait il y a 76 tonnes de béton de ciment dans les fondations et que du coup, certes il y a un peu de paille dans les murs,
mais est-ce que ça fait vraiment une proposition pertinente et vraiment jusqu'au boutiste d'une construction écologique? C'est aussi à ça que ça a servi, ce Tour de France-là, de questionner tout du début à la fin. Voilà. Et ensuite, un autre projet de recherche. Ok, voilà pour le Tour de France. Le tour des matériaux d'une maison écologique, c'est un autre projet alors que vous pouvez découvrir, donc vous l'avez compris, au CUE voisin à partir de ce soir. On a terminé l'accrochage de l'expo hier. Et il y a, d'ailleurs, je ne sais pas si tout le monde le sait, à l'issue de cette conférence, un apéro là-bas, on va suivre. Et donc voilà, donc ce projet, le Tour des matériaux d'une maison écologique, c'est un peu une prolongation du Tour de France des maisons écologiques, mais dans lequel on a pu aller plus loin, sur lequel on a pu avoir peut-être un peu plus une vue un peu plus complète et peut-être un peu plus de contrôle, puisque on a fait un travail de recherche autour d'un projet qu'on a construit. Ce projet en question, il se situe en Normandie, dans l'Orne, sur un lieu qui s'appelle le Costil. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'issue à la fin du Tour de France des maisons écologiques, on a publié un ouvrage qui a été diffusé à peu près au moment du confinement et qui était à destination du grand public, de raconter ce qu'on avait vu, découvert en France et qui a pas mal marché, qui a été assez diffusé, etc. Et puis un jour, il y a une personne qui nous a qui nous a contacté en disant qu'il avait lu ce bouquin et que vu qu'on était archi aimait la démarche et qu'il est venu nous proposer un projet sur ce lieu. Ce lieu, c'est donc un endroit en Normandie où qu'ils ont acquis avec sa femme, où c'est un domaine sur lequel ils ont envie de créer un lieu qui va être très démonstrateur sur le plan écologique à différents niveaux. D'abord sur le plan à l'échelle du domaine qui fait 120 hectares, où il y a des projets de réensauvagement, d'observation de la nature et de l'évolution des espèces avec des naturalistes, avec des spécialistes de la faune et de la flore. Il y a beaucoup d'ouverture au public, de sensibilisation pour des scolaires, pour des adultes, et pas que. Il y a aussi tout un projet agricole de démonstration de pratiques agricoles un peu différentes. Il y a un projet d'agroforesterie, de permaculture, il y a des plantations de vieilles espèces de fruitiers qu'on plante plus aujourd'hui, etc. Enfin, il y a plein de choses. Et un autre élément qui est l'éco-construction, et en l'occurrence l'éco-rénovation, parce qu'il y a aussi du bâti à cet endroit. Et le premier bâtiment qui a été rénové au Costil, ce n'est non pas ce château ce manoir qu'on voit à gauche, et qui sera un lieu qui aura vocation à accueillir du public, des chercheurs, des artistes, des personnes en résidence. Mais c'est la petite maison qu'on voit à droite, là, juste à côté, qui est le premier bâtiment qu'il a fallu rénover pour que Rodolphe et Yoshimi, les commanditaires, puissent s'installer sur site. Donc cette petite maison, on l'a trouvée dans cet état-là, et c'est le projet qui nous a occupé longuement pour les 2 années qu'on suivit. Voilà, donc Rodolphe et Yoshimi Norman, ils ont dit, voilà, on veut faire un truc assez démonstrateur, vous avez carte blanche, qu'est-ce que vous pouvez imaginer, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme cahier des charges en partant de cette petite maison pour proposer quelque chose de prospectif, d'inhabituel, d'expérimental. Et surtout, voilà, un peu dans la continuité de ce qu'on avait pu raconter et voir dans le Tour de France des maisons écologiques. Et donc on leur a proposé un cahier des charges en plusieurs parties. La première, c'était avec cette petite maison qui en apparence est une maison un peu en ruine, comme on en trouve beaucoup en France, soit en pierre, soit en pan de bois, soit en briques. On peut vraiment passer devant sans s'apercevoir même qu'elles sont là. Mais en fait, déjà en enlevant le lierre qui la recouvrait entièrement, en commençant un peu à élaguer autour, on a découvert un bâtiment comme on ne pourrait plus en construire aujourd'hui. C'est un bâtiment où il y a que de la brique qui vient de pas loin, avec des appareillages, avec des briques vernissées, avec des vraies qualités de frise, de jambage, de motifs, enfin des choses que dans la construction contemporaine et actuelle, qu'on voit plus. Donc en fait, on a appris à découvrir ce bâtiment et à comprendre toute sa valeur cachée derrière ce lierre et derrière le fait qu'il avait l'air très abîmé.
Et puis il y a aussi quand même, c'est vrai que si on est dans une démarche de vouloir proposer un projet écologique, préserver l'existant et dans une logique de rénovation restera toujours de très loin une meilleure idée, même devant la plus performante des maisons neuves. C'est aussi quelque chose qu'on a appris à comprendre, à découvrir. C'est vrai que le Tour de France des maisons écologiques est un projet déjà assez ancien, et on se tourne plutôt dans notre activité aujourd'hui vers la rénovation que la construction neuve. Voilà, donc l'idée c'est que le projet dont on vous parle, il a son architecture a plus découlé de ce qu'on a réussi à sauver sur le bâtiment plutôt qu'un projet de départ. Donc la première étape, ça a été, on voit en haut à gauche, septembre 2020, le projet tel qu'on le découvre. Et en l'analysant, en le faisant observer à des artisans, des spécialistes du bâtiment ancien, etc., on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas tout garder, donc on a dû refaire la toiture de la partie rénovée à gauche. Il y a toute une partie à droite qui était très 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 fragile, qu'on n'a pas pu conserver. On l'a démontée et récupéré toutes les briques pour en faire autre chose par la suite. Et donc est né le projet et la programmation du projet de cette façon. On est parti de cette image ici, là, avril 2021, pour concevoir le projet. Donc le projet s'est découpé en deux parties, une partie rénovée à l'ouest, en briques, et une partie extension avec les chambres et les pièces de nuit à droite, en pan de bois et en surélévation. Voilà, donc ça c'est le projet terminé tel qu'il existe aujourd'hui. On est assez content effectivement parce qu'on a aussi à concilier des codes et des langages d'architectes, et le projet a même été publié, il a plu à des magazines, des choses comme ça, donc on est assez content, et en même temps il nous permet de parler de plein d'autres choses qu'on a injectées dedans, et notamment ce point-là que Alice va vous raconter, et qui est peut-être ce qui nous est le plus cher, plus encore que l'aspect du bâtiment. Ça. Merci. En effet, c'est vrai qu'on montre pas toujours beaucoup les images du bâtiment fini, parce que pour nous, au final, ce projet en Normandie, finalement, si on devait montrer une image du projet en Normandie, ce serait cette mosaïque de matériaux, de ressources, parce que la chose qui a le plus guidé la conception du projet, c'était d'utiliser des matériaux naturels locaux, pour plusieurs raisons. D'une part, l'aspect écologique, parce que utiliser des matériaux naturels, d'une part, peu transformés, ça a vraiment du sens, dans le sens où aujourd'hui, la plupart des matériaux ont des très très longs chemins de production. C'est très difficile de savoir comment les matériaux sont produits. D'ailleurs, en formation, quand on forme des artisans, on leur demande souvent de nous dire... quel est le matériau que vous utilisez le plus souvent dans la construction? Souvent, c'est de la laine de verre, du béton de ciment, du polystyrène. Et en général, ils ne savent pas nous dire exactement qu'est-ce qu'il y a dans les matériaux qu'ils utilisent. Qu'on leur fait faire l'exercice de remonter cette filière en appelant leurs fournisseurs, etc. Et en fait, on arrive vite à la conclusion que personne ne sait qu'est-ce qui se cache derrière les matériaux. Enfin, même dans un panneau isolant, le vendeur pourra te dire c'est un panneau isolant de laine de verre, par exemple, mais il va jamais dire il y a un lien en polyester, comment il fait le lien en polyester. Et toute cette chaîne de production des matériaux, c'est un peu comme le monde du textile, c'est un peu un monde obscur, et personne n'arrive vraiment à imaginer qu'est-ce qui se cache derrière une plaque de placo, qu'est-ce qui se cache derrière un isolant. Du coup, c'était aussi ça qui était important pour nous, c'est la ressource naturelle pour tout ce qu'on a dit avant sur la construction écologique, mais aussi de pouvoir vraiment tracer le chemin de ces matériaux, de voir d'où ils viennent, comment ils sont transformés et quel impact ça peut avoir aussi, parce qu'une construction en bois, si le bois vient de centaines de kilomètres et qu'en plus il est transformé en Chine et qu'il revient en France, ça a beau être du bois, c'est pas forcément c'est pas forcément écologique. Et c'était aussi d'aller même plus loin, de voir comment les forêts sont gérées, est-ce que c'est pertinent de comment on gère les forêts aujourd'hui, enfin de répondre un peu à toutes ces questions-là. Du coup, on a fait un tour du territoire et on a mis comme contrainte d'utiliser que des matériaux de 100 km autour du projet. Et du coup, on est tombé sur, on a choisi, on va dire, 8 matériaux phares dans le projet qu'on va vous présenter par la suite. Et l'autre idée aussi, en utilisant que des matériaux naturels locaux, c'est aussi de se passer le plus possible de tout ce qui est plastique, béton de ciment, etc.
Donc les 8 matériaux qui ont forgé le projet, c'est d'une part la brique de réemploi, parce qu'en fait on s'est rendu compte en explorant tout le monde de la brique que c'est finalement un matériau qui est quand même très énergivore aussi, il cuit très longtemps et il faut un grand savoir-faire pour faire des briques d'aussi bonne qualité que celles qu'on a en Normandie. Donc il y a la brique en réemploi qui va servir à rénover en gros une partie de la maison et à faire une terrasse en calade. Il y a les pieux de robinet qui servent à faire les fondations dans l'idée du coup d'utiliser une ressource naturelle et pas d'aller directement dans les fondations de béton de ciment qui sont souvent un peu un oublié de la construction écologique. Et les pieux de bois, ça avait du sens aussi par rapport à tout ce qui a pu se faire en France de manière traditionnelle. Et ça permet d'excaver aussi beaucoup moins de terre pour faire les fondations, qui est aussi un point très important aujourd'hui. On excave énormément de terre. Du coup, c'était pour avoir un impact minimum sur les sols et sur l'environnement. Le bois Douglas en charpente, puisque vous avez vu dans le projet, il y a une partie qui est rénovée en briques et une boîte en bois qu'on vient en gros inscrire dans l'emprise du projet, parce qu'il y a un mur qu'on n'a pas pu conserver. Du coup, le Douglas s'était choisi pour sa durabilité et aussi pour le fait que c'est un bois très résistant, donc qui n'avait pas besoin d'être traité. Et du coup, on a réinterprété un peu le colombage qui est typique des constructions en Normandie pour utiliser ce matériau en structure. L'isolation en terre chanvre, mais du coup, le prochain matériau, c'est bien le chanvre, qui est aussi produit tout en circuit court, avec vraiment le champ et le lieu de transformation au même endroit. Ensuite, il y a la terre, qui se retrouve pour le coup un peu partout, qui va être le liant du chanvre, qui remplace en fait le rôle du liant polyester et qui va venir remplacer les panneaux isolants pour créer un isolant qui se tient avec le terre chanvre, qui va venir aussi en enduit pour conserver l'inertie du bâtiment, amener de la régulation hygrométrique et du coup assurer toute une notion de confort dans le bâtiment et laisser les murs respirer pour que la maison en briques puisse aussi se pérenniser. Et après, il y a du coup, dans l'ordre, le liège de réemploi qui est dans les sous-bassements parce que on avait besoin d'un matériau imputrescible pour toutes les parties qui sont semi-enterrées, parce qu'il y a pas mal de problèmes d'humidité dans la maison. Donc le chanvre et la terre pouvaient craindre à ces endroits-là. Et enfin, on a le bardage en châtaignier, en ganivelle de châtaignier, et les pavés de bois au sol en finition intérieure. Je ne maîtrise pas encore parfaitement la télécommande. Voilà, du coup, là, vous avez la coupe un peu du projet où on retrouve les différents matériaux et leur positionnement, avec aussi le nombre de kilomètres qu'ils ont parcouru, parce que la règle qu'on s'était donnée, c'était de faire vraiment que à 100 km autour du projet. Bon, du coup, je vous ai déjà présenté pas mal les matériaux, mais du coup, là, vous pouvez les voir mis en œuvre avec, du coup, les briques maçonnées, le pieu de bois qui est enfoncé dans le sol pour soutenir la structure bois, le terre-chanvre projeté. On retrouve la terre aussi dans les quenouilles, ça, je ne l'ai pas mentionné, c'est l'isolation, en gros, des planchers intermédiaires du bâtiment entre les deux chambres. Les deux chambres, on a des quenouilles, c'est de la terre et du foin enroulés autour d'un bâton de bois qui se faisait beaucoup dans le nord de la France et qui permet d'avoir une super bonne isolation acoustique et de l'inertie dans le bâtiment. Et enfin, le liège et les pavés de bois en finition. Un autre point important en utilisant des ressources naturelles locales, c'était aussi de réactualiser un peu des savoir-faire parce que finalement, jusqu'aux années 1950 et depuis 10 000 ans, l'homme a toujours construit avec les ressources naturelles de son territoire. En fait, on construit avec de la terre depuis au moins 10 000 ans, enfin depuis que l'homme construit finalement. Et avec les ressources naturelles du territoire, puisque avant, on était dans un monde beaucoup moins mondialisé, et du coup, on n'allait pas chercher du bois en Chine, et les matériaux ne faisaient pas tout le tour du monde 3 fois avant d'arriver dans notre maison.
Et du coup, ce qui est intéressant dans le fait d'utiliser ces savoir-faire et ces matériaux, c'est aussi que c'est l'identité des territoires. Par exemple, dans le Rhône, on retrouve la pierre dorée, ça crée l'identité de ces villages. En Normandie, c'est la brique. Et du coup, ça fait que chaque architecture est différente et on n'était pas dans une architecture standardisée où toutes les maisons se ressemblent, mais finalement, les maisons, elles étaient vraiment révélatrices de l'identité du territoire et aussi des savoir-faire, parce que selon les régions, même si on a les mêmes ressources, on ne va pas forcément avoir les mêmes cultures constructives. Et du coup, pour nous, c'est très important de parler de ces savoir-faire et de les réactualiser, parce que en fait, ça se perd très très vite. Par exemple, moi, à l'école d'architecture à Lyon, on m'a jamais parlé de pisé, alors que c'est quand même une des techniques constructives qui est la plus répandue dans le Rhône, parce qu'en fait, plus personne sait, dans notre génération, que un tiers de la construction à Lyon était fait en pisé. Parce qu'en fait les savoir-faire se perdent très vite, donc pour nous c'est vraiment quelque chose de très important de pouvoir en parler et que ces savoir-faire ne se perdent pas. Et d'ailleurs pour le projet en Normandie, c'était très difficile de pouvoir travailler uniquement avec des artisans locaux, parce qu'en fait pour faire ces techniques là, il y avait plein d'artisans qui ne savaient pas forcément encore faire du colombage, encore maçonner des briques anciennes, encore faire des enduits à la chaux. Donc il y a des moments où même si on voulait travailler avec les artisans du coin, on a été obligé de faire appel à des artisans qui venaient de plus loin, parce que les savoir-faire se sont perdus dans cette région. Donc c'est une vraie problématique pour la construction en matériaux naturels aujourd'hui. Ouais. Pour trouver des maçons qui ont été prêts à travailler sur un projet aussi expérimental, on a dû se servir de nos recherches préalables, puisque c'est le maçon de la maison en Bauge qu'on avait visité dans l'Orne, qu'on a eu l'idée de rappeler pour travailler sur ce projet, et qui a constitué une équipe et tout ça, et qui est venu bosser sur le projet. Tout à fait. Et le dernier point, un des derniers points aussi du cahier des charges, c'était de concevoir une maison low-tech. Alors ça peut vouloir tout et rien dire, mais l'idée c'était en gros d'utiliser le pouvoir un peu des ressources naturelles pour faire une maison qui est confortable sans forcément utiliser des machines, des isolants issus de la pétrochimie, etc. Par exemple, on a utilisé la terre pour l'inertie, le chanvre parce que ça amène une régulation hygrométrique, et chaque matériau en fait va amener ses points de confort, parce qu'on est assez persuadé qu'on n'est pas obligé de surisoler les maisons en fait on se sert aussi de ces matériaux-là pour permettre aux bâtiments de pouvoir respirer et d'être confortable naturellement. Par exemple, la terre, ça permet de se passer de pare-vapeur à l'intérieur et du coup la chaux de pare-pluie à l'extérieur. Du coup, au lieu de mettre des membranes plastiques pour gérer le confort de son bâtiment, l'étanchéité de son bâtiment, la régulation de la vapeur d'eau, on va plutôt utiliser la terre ou la chaux pour jouer ce rôle-là. Pareil, le fait que la terre et le chanvre, ça régule l'humidité dans le bâtiment, ça permet de pouvoir potentiellement se passer de VMC ou au moins de réduire beaucoup les machines dans les projets. Et enfin, favoriser la ventilation naturelle, bien ouvrir au sud, etc. Enfin, toute la conception bioclimatique qui est plus classique, on va dire. La phytoépuration, récupération des eaux de pluie. Voilà, tous les principes pour faire une maison confortable en utilisant le moins de machines possible et le moins de plastique possible. Et c'est vrai que par rapport à ce projet-là du COSTIL, on s'en est servi pour faire plein de choses différentes, et notamment pour organiser, c'était l'occasion pour nous de pouvoir organiser des chantiers écoles. C'est-à-dire que c'était, c'est assez con, mais pour nous c'était, on a réussi à le faire dans ce projet à deux occasions différentes. Un pour le projet des quenouilles, pour la production de toutes les quenouilles, donc c'est la terre mélangée avec du foin sur un bois vert qui va nous servir à faire l'isolation phonique etc. du plancher, c'est ok. Et aussi pour la terrasse avec les briques de réemploi qui avaient été curées, qui avaient été bien nettoyées, etc. pour pouvoir faire une terrasse qui laisse passer, qui permet de gérer l'eau de manière pertinente et pas de fermer les remontées capillaires. En gros, c'était ça les deux projets. Et pourquoi on vous parle de ça ? C'est parce que c'est une des manières d'ouvrir le chantier
de permettre à le plus de gens possible, parce que c'était notre intention depuis le début sur ce projet-là, faire quelque chose de démonstrateur, d'arriver à questionner comment on fait des fondations, comment on peut isoler tout en apportant de l'inertie, des choses qui font des petits pas de côté, mais c'est pas juste pour voir si ça marche et après s'en aller, c'est pour essayer de l'ouvrir, de le partager, de permettre à d'autres gens de l'expérimenter, de se poser des questions et de nous aussi progresser avec des professionnels. C'est-à-dire que là, c'est 2 professionnels différents, spécialistes dans leur technique, qui sont venus animer un chantier, et tout d'un coup ça a permis aussi de dire que finalement peut-être que le moment du chantier, c'est pas uniquement un moment qui est forcément livré aux entreprises, comme ça, comme c'est le cas en fait depuis la professionnalisation du monde du bâtiment, et notamment et encore plus depuis l'après-guerre, mais le côté autoconstruction, entraide, toutes ces choses-là qui sont aussi de l'ordre, qui font partie de l'univers de la construction du logement, dans toutes les différentes sociétés et dans l'histoire aussi, on peut le retrouver avec des chantiers participatifs ou des chantiers écoles, où tout d'un coup il y a des personnes qui sont motivées pour venir et aider la réalisation d'une étape de chantier, alors que c'est pas leur habitat et qu'ils sont pas payés pour faire ça. Du coup, ça apporte plein d'autres richesses aussi que uniquement techniques. Donc voilà, c'était cette occasion-là. Ça permet de revenir aussi un tout petit peu sur les quenouilles, par exemple, qui sont exemplaires. C'est le fait que ce soit en chantier participatif, ça a permis aussi d'être vraiment jusqu'au boutiste dans le côté écolo, parce que dans le côté écolo, en fait, techniquement, il n'y a rien de très compliqué. Simplement, parfois, ça coûte beaucoup plus cher parce que ça nécessite beaucoup de main-d'œuvre, et que si on veut être radical et dire ok, on essaie de pas utiliser de machine, on essaie de vraiment non pas se fournir à 100 km, mais en fait à 2 km autour de là où on est, comment on fait en fait et qu'est-ce qui est pertinent. Et les quenouilles, c'est vraiment un bon exemple, parce que si on n'avait pas eu ce chantier participatif à ce moment-là, peut-être qu'on se serait pas permis d'aller dans la forêt du domaine, couper des rejets de noisetiers et de châtaigniers, donc du bois vert, et les tailler directement, et prendre le fond de l'agriculteur qui est vraiment la parcelle à côté, la terre qui est de la mare de l'autre voisin, et une terre argileuse et la mare de l'autre voisin, et en gros uniquement avec 25 personnes, non un peu moins, non avec 12 personnes, on a pu faire en une semaine tout le plancher avec des choses on a fait moins d'1 kilomètre pour aller chercher les matériaux, la totalité des matériaux qui ont servi à cette technique-là. Donc quand on met ça en parallèle avec n'importe quel panneau d'isolant qu'on aurait dû mettre dans ce plancher-là, ça permet d'ouvrir aussi des choses un peu plus radicales et un peu intéressantes. Voilà. Et oui, l'idée, vu que c'était de se servir de ce chantier-là pour transmettre des choses, on a créé l'expo qui maintenant est affichée, elle va être inaugurée ce soir ici, au SAUE. C'est l'expo qui a d'abord été inaugurée dans le manoir en ruine, et qui a permis de faire une grande fête pour célébrer tous les artisans, toutes les différentes personnes qui avaient travaillé autour de ce chantier-là, et surtout de l'ouvrir à tous les riverains et aux personnes qui étaient intéressées pour voir comment on avait fait cette recherche-là pendant 2 ans à partir de ce bâtiment-là, pour remonter toutes les filières, les documenter avec des photos réalisées par Olivier Sabatier, d'ailleurs, qu'on n'a pas cité, et des dessins de Félix Roudier qui nous ont aidés pour arriver à créer du contenu pédagogique. Et il y a aussi Jeanne Devy qui nous a aidés pour le montage des films qu'on a réalisés tout au long de ces 2 années. On a fait 8 petits films pour mettre des images derrière le chemin des matériaux quand on remonte sa filière. Quelles images il y a derrière la tête. D'ailleurs, c'est le moment aussi de la vidéo. On a une mini vidéo qui est en fait un condensé de ces 8 films. C'est un teaser de 1 minute 30, donc ne partez pas, restez. Vous partez si vous voulez. Mais ces vidéos sont en entier dans l'expo, voilà, au CE.
Ça bouge pas. Mais vous en frottez beaucoup de foin pour... Donc voilà, et l'idée c'est de retrouver des... Non, je connaissais pas. L'avantage de la quenouille, c'est qu'elle est faisable, je dirais, avec très peu d'énergie, très peu de mécanique. Allez, mettez vos casques. Douce, douce, douce. Mais un cheval, il a une plus-value écologique, il a une plus-value sociale. Et ces deux plus-values-là, elles sont jamais comprises. Jamais, jamais, jamais. Je le mets en traction, le contrepoids tire. Je fais comme ça, et je tourne. Ok. Qu'est-ce que vous disiez ? Oui, effectivement, les films, c'est pour avoir des images derrière, en tête quand on parle de matériaux, parce que c'est, comme disait Alice, c'est assez rare que dans les discussions, que ce soit même les professionnels du bâtiment et juste les citoyens qui sont très éloignés du monde du bâtiment, c'est assez difficile d'imaginer à quoi ça ressemble une usine de laine de verre, une usine de peinture, une usine qui produit des vis. Déjà, il faut se poser la question, puis en plus, après, il faudra réussir à l'imaginer, où est-ce qu'elle est cette usine, à quoi elle ressemble. De ciment, c'est un peu pareil. Et du coup, quand on a fait le tour de France, on a eu le temps de questionner des personnes qui connaissaient leur maison sur le bout des doigts et qui pouvaient nous donner le nom, le poids et la provenance de manière un peu grossière des matériaux qu'ils avaient utilisés dans leur maison. Mais on n'est pas allé nous-mêmes aller voir comment était la cimenterie, etc. Donc là, ce projet-là en Normandie, où on est resté, on a fait beaucoup de résidences sur place, justement pas uniquement pour suivre le chantier, mais aussi pour en profiter, pour aller interviewer tous ces films qu'on vous a montrés et récolter des infos, et surtout pour avoir des images de, ok, c'est des matériaux naturels locaux, mais en fait à quoi ça ressemble la gestion forestière dans cet endroit-là fait par cette personne-là, à quoi ça ressemble réellement, et comment on peut donner envie à tout le monde de se dire, ok, bah, peut-être ça vient de quelque part, peut-être qu'il y a des réponses à toutes ces questions-là et qui peuvent nous intéresser et nous permettre de choisir avec d'autres idées qu'on a en tête, les matériaux qu'on veut prescrire ou juste utiliser. Et l'expo, là, on peut en parler rapidement, c'est le même travail-là qui a été réalisé, le même travail que dans ces films-là, mais par contre avec des chiffres, avec des interviews retranscrites, et en fait beaucoup d'infos qui se retrouvent dans le livre aussi. On pourra vous en parler un peu plus pour ceux qui viennent tout à l'heure, parce qu'elle est juste à côté. Mais pour la décrire en 2 secondes, l'idée c'est que chaque matériau est représenté par une frise, et cette frise-là est constituée de 5 panneaux, et ça nous permet de parler des informations intéressantes à nos yeux sur vraiment la ressource. Est-ce que c'est un gisement? Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur la gestion de la forêt ou sur la terre en tant que ressource au niveau de ce projet-là en particulier? Mais ça nous permet tout de suite d'extrapoler et de se questionner sur l'évolution des scieries, par exemple. Est-ce qu'en France, combien il y a de scieries aujourd'hui en France? Combien il y en avait en 1980? Et essayer de comparer ces chiffres-là et de voir en fait qu'il y a beaucoup d'enjeux qui dépassent à travers un seul projet particulier. Il y a des enjeux beaucoup plus grands qui sont intéressants et qui méritent d'être partagés. Donc voilà, les 5 panneaux, c'est le chemin des matériaux, de la ressource à la transformation, à l'utilisation, à la mise en œuvre dans le bâtiment. On a aussi questionné l'habitabilité, c'est-à-dire à quoi ça sert de manière architecturale dans ce bâtiment-là. Et aussi le dernier panneau, c'est un versus qui analyse, si ça n'avait pas été ce matériau-là, ça aurait été son équivalent en conventionnel de manière un peu caricaturale, quels auraient été les différents impacts. Et toutes ces informations-là, elles sont dans l'expo. Et l'expo, il y a aussi des films qu'on a commencé à montrer, et les matériaux aussi qui sont les vrais matériaux utilisés dans le projet qui sont exposés. Ça peut-être le coup de faire une micro-parenthèse sur le fait qu'on fait une deuxième présentation au mois de novembre, quand on viendra décrocher l'expo. Et là, on présente plutôt notre activité globale, tout ce qu'on fait de différent. Et en revanche, cette présentation, elle parlera que du tour des matériaux d'une maison écologique. Et on rentrera en détail dans chacun des 8 matériaux, un peu dans le désordre. Ça sera peut-être un peu plus interactif,
ou presque sous forme de discussion, voilà, pour rentrer plus en détail sur chacune de ces filières. Voilà. Oui, c'est vrai que là c'est un peu particulier. Ce soir, d'habitude, on prend un seul thème et on essaie de créer une discussion. Là, ça se présente moins comme ça. C'est plus pour présenter notre démarche de manière globale. Et d'ailleurs, ce qui vient ensuite, c'est plus notre activité en tant qu'artisan pour montrer aussi ce qu'on fait aujourd'hui après ce projet-là et de conception aussi. Et donc voilà, c'est un peu particulier. Et après, il y a des questions. Et si d'ailleurs, il y a des gens qui veulent poser des questions dès maintenant, c'est toujours possible. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin non plus. Voilà. Du coup, le travail d'expo, il a mené au travail de livre qui est sorti en octobre 2023 et qui est exactement la même chose que dans l'expo, mais de manière beaucoup plus approfondie avec... donc on retrouve les dessins dans le livre, mais ce qu'on ne retrouve pas dans l'expo et qu'on retrouve dans le livre, c'est des interviews de spécialistes qui nous permettent de parler d'enjeux beaucoup plus grands. Notamment, par exemple, il y a une infirmière qui nous parle de la santé, du lien entre la santé et les matériaux de construction, et qui nous sort des choses hyper intéressantes qu'on n'a pas mis dans l'expo, mais qui sont... voilà. Bon, en gros, c'est ça la différence globale, quoi. Plus plein d'autres interviews, je crois qu'il y en a 16 au total. Ouais, il y a beaucoup d'interviews. Ouais. De gens avec des profils très différents, parce qu'il y a une infirmière, mais il y a aussi le type de maison paysanne de France, il y a aussi des ingénieurs, il y a aussi des... Il y a beaucoup de monde. Il y a voilà, plein de gens. Super, en tout cas à nos yeux. Du coup, maintenant qu'on vous a présenté un peu nos deux grands projets de recherche et un peu le premier projet d'architecture de la SCOP, on voulait vous présenter un peu aussi ce qu'on fait aujourd'hui et un peu ce qui arrive. Surtout pour aussi montrer une manière concrète de, ok, une fois qu'on a questionné qu'est-ce que c'est la maison écologique en France, une fois qu'on a fait toutes ces recherches sur qu'est-ce que c'est la construction écologique en France, qu'on se rend compte que finalement rénover c'est mieux que construire, utiliser des matériaux naturels locaux c'est intéressant, etc. Mais qu'on vous présente le projet du Costil, qui finalement est un projet qui est un peu particulier parce que c'était un projet qui avait en fait pas ou peu de contraintes, étant donné que c'était un client qui était très engagé, qui nous appelle et qui n'avait pas forcément beaucoup de contraintes économiques. Là, l'idée, c'est de vous montrer en fait, dans notre quotidien comment on met en application finalement le fruit de ces recherches et comment nous, on essaye d'utiliser des ressources naturelles locales dans la construction et la rénovation en tant qu'architecte, artisan et formateur aussi. Voilà, parce que c'est une grosse part de notre activité, la recherche et la sensibilisation, mais si on ne montre pas aussi comment on le fait de manière concrète aussi dans notre quotidien, ça perd un peu de son sens. Voilà. Par exemple, la rénovation du bâti à Marseille, qu'on va vous présenter bientôt. C'est vrai qu'avec Emmanuel, on est beaucoup basé à Marseille et c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur comment on rénove le bâti ancien des villes, parce qu'en fait, la plupart des villes, elles sont construites quand même souvent en pierre, en terre, en bois. Le béton n'est pas encore omniprésent dans les centres-villes anciens. Parce que heureusement ils sont quand même plutôt préservés en France et du coup il y a eu beaucoup de mauvaises interventions sur ces bâtis-là, beaucoup d'enduits ciment qui sont imperméables, qui vont endommager ces bâtis et du coup on est spécialisé particulièrement dans la terre crue, du coup on essaye pas mal de militer sur pourquoi utiliser les matériaux naturels pour rénover ce bâti-là, parce qu'en fait il a besoin de matériaux qui respirent, de matériaux qui gardent de l'inertie et du coup qui sont beaucoup plus pertinents pour rénover en tout cas tout le bâti d'avant les années 50. Je parle pas du bâti qu'on fait aujourd'hui, mais voilà. Donc la présentation est revenue. Donc par rapport à ce que je vous disais, un exemple de comment on met en application l'utilisation des ressources naturelles locales dans un territoire, c'est ce qu'on a pu faire à Marseille. Donc là, on ne va pas vous parler des ressources naturelles de Normandie, mais plutôt des ressources naturelles de Provence, en vous présentant un peu l'endroit où on travaille, qui est un endroit assez particulier où on a pu aussi expérimenter plein de choses. Ça s'appelle le Tiers Lab des transitions à Marseille. C'est en gros un tiers-lieu sur la transition écologique, qui est plutôt chouette puisque c'est un grand parc de 6000 m² en plein centre de Marseille.
et dans lequel on est arrivé en fait avant son ouverture et où du coup on a pu participer à la rénovation du lieu, d'une part en les conseillant et en faisant plutôt de l'AMO, c'est-à-dire pas vraiment un rôle d'architecte mais plutôt un rôle de conseil sur comment on rénove ce bâti-là, et aussi un rôle d'artisan en rénovant une partie des bâtiments nous-mêmes et en organisant des chantiers écoles pour la transmission. Enfin, c'est un peu un projet qui réunit toutes les différentes activités de la SCOP finalement. Du coup, pour montrer aussi un peu que la démarche qu'on a fait en Normandie, on essaie du coup de la recréer un peu dans chaque projet qu'on peut faire. On a fait un peu le même exercice en Provence, et ce qui est assez intéressant, c'est que si vous vous rappelez un peu de la mosaïque de Normandie, ça n'a rien à voir. Ici, on n'est plus sur le chanvre, les briques, et le robinet, mais on est plutôt sur la paille de lavande, la balle de riz. Pour le coup, on a du liège, mais qui n'est pas du liège de réemploi. On a encore des chênes lièges et des exploitants de liège locaux. On a la canne de Provence. On a aussi du chanvre local. Il y a quand même des matériaux qui se retrouvent. On a du pin d'Alep pour la construction. Donc voilà, ce qu'on trouve assez chouette, c'est que chaque matériau va illustrer un territoire différent et va pas avoir le même rôle dans ce territoire-là. Donc une partie des choses qu'on a fait au Tiers Lab des transitions, c'était du coup de rénover la bâtisse principale qui est en pierre et en fait qui avait des gros problèmes d'humidité, toujours par rapport au fait que elle était intégralement enduite en ciment et du coup elle pouvait pas respirer, ce qui fait que dès qu'il y a de l'eau qui s'infiltre dans ce bâti-là, l'eau est piégée par les enduits ciment et du coup ça détériore le mortier, ce qui fait que ça peut être très dangereux pour les bâtiments en pierre, mais aussi les bâtiments en pisé à Lyon. Il y a eu beaucoup de mauvaises interventions aussi sur le pisé à Lyon et dans la région qui font qu'il y a des bâtiments qui s'effondrent à cause des enduits ciment. Donc c'est important de connaître ces spécificités. Et du coup, là, l'idée, c'était d'utiliser du chaud-chanvre pour faire une correction thermique sur le bâtiment, notamment parce qu'à Marseille, on a quand même un climat plutôt chaud. Enfin, nous, la grosse problématique, c'est le chaud, c'est pas le froid. Du coup, c'est comment tu conserves en fait le confort du bâti ancien, parce que le bâti ancien, il n'est pas inconfortable. On parle beaucoup d'isolation, mais il ne faut pas oublier l'inertie qui permet de garantir le confort d'été, et les bâtiments en pierre ont ce pouvoir-là. Ce qui fait que du coup, l'idée, c'était de venir isoler en chaud-chanvre, qui est du coup une isolation, mais qui est plus une correction thermique, c'est-à-dire on isole un peu, mais on conserve l'inertie du bâtiment, et on rajoute des enduits de terre qui vont permettre de faire une régulation hygrométrique, et du coup de préserver en gros la pérennité du bâti, et aussi de régler les problèmes d'humidité qui étaient carrément invivables à l'intérieur. Donc ça, c'est la bâtisse principale avec ses enduits de terre. Ça marche. Ça, c'est un autre bâtiment qui a aussi au Tiers Lab des transitions, qui était une grange en fait qui a été transformée en Fab Lab. Elle, c'est un peu pareil. On a décrouté tous les murs puisqu'il y avait aussi des gros problèmes d'humidité sur les murs en pierre. Et là, pour le coup, on avait un peu plus de liberté, on va dire, parce qu'il y avait moins de contraintes de rapidité et que le projet était moins avancé. Donc là, on a pu vraiment proposer ce que nous, on pensait le plus jusqu'au boutiste possible. Et du coup, là, tous les murs en pierre, on a aussi fait une correction thermique, mais avec du terre-paille plutôt que du chaud-chanvre, parce que la chaux, c'est quand même si ça permet de respirer, c'est quand même très polluant à sa production. C'est chauffé à très haute température, comme le béton de ciment. Du coup, on a utilisé la terre du site et de la paille pour faire la correction thermique. Et tout un mur devait être tombé parce qu'il était en trop mauvais état. Donc dans celui-là, on a fait une ossature bois avec une isolation terre-paille qui permet aussi toujours d'amener à la fois du confort en hiver grâce à l'isolation, mais aussi du confort en été. Donc c'est toujours la même logique de comment tu utilises les ressources naturelles du territoire pour garantir au maximum un confort naturel dans les logements. Et enfin, l'appentis, c'est un tout petit projet, mais qu'on trouve assez démonstrateur, en gros, qui était vraiment dans le même principe que le Costil, de qu'est-ce que tu fais si tu veux construire un bâtiment. Les deux autres, c'était de la rénovation. Là, c'est comment tu construis un bâtiment avec les ressources naturelles du territoire, toujours en béton de ciment et avec le moins de plastique possible. Du coup, là, on a proposé pas des fondations en pieux de bois, mais des fondations en pierre et chaux, parce que c'est des matières qui se retrouvent beaucoup plus dans le territoire. C'est que des pierres qu'on allait chercher dans Marseille sur le Bon Coin.
qui ont été maçonnés par un maçon pierre sèche en formation. Donc c'est à chaque fois, comme au COSIS, c'est des encadrants qui viennent former un groupe d'une dizaine de personnes à ces techniques-là. La deuxième formation, c'était en charpente, où là, le charpentier est venu utiliser du bois local et enseigner des assemblages sans vis, notamment des tenons mortaises, et aussi des contreventements sans panneaux industriels, parce que quand on utilise des matières naturelles locales, l'idée, c'est aussi d'aller un peu à l'encontre de ce dont on parlait au début de la conférence, d'aller un peu contre l'industrialisation des matériaux et du bâtiment. Et en fait, du coup, en faisant des contreventements en écharpe, on évite d'utiliser un panneau de contreventement en OSB, et du coup, on évite d'utiliser un matériau industriel. Donc c'est comment on va concevoir le bâtiment pour que se passer au maximum de matériaux industriels comme les pare-pluies, les pare-vapeurs, les panneaux OSB, parce qu'en fait aujourd'hui on est même dans la construction écologique, en ossature bois, on est un peu dans la politique de l'oignon, on rajoute plein de couches. Alors ok, il y a du bois, etc. Mais est-ce que c'est vraiment écologique de mettre du bois enrobé de plein de plastique? On n'est pas sûr. Voilà, donc c'était la deuxième formation, la charpente bois local. Et nous, on animait toute la suite, c'est-à-dire le remplissage en terre-paille, en bottes de paille et en briques de terre crue. Les briques de terre crue, c'est le plus représentatif peut-être de la localité des matériaux, puisque c'est pareil, c'est la terre du site qui est juste mélangée avec de l'eau, qui est moulée dans des moules en bois, comme on peut voir sur les images, et qui est séchée au soleil. Et après, on a construit tout le mur sud en briques, parce que l'idée, c'était d'être pédagogique aussi sur les orientations. Donc un mur sud qui n'est pas isolé avec des briques de terre crue pour capter la chaleur du soleil, et le reste qui est isolé en paille ou terre-paille pour du coup mieux isoler les faces au nord. Donc voilà, ça permettait de faire un bâtiment démonstrateur aussi de ces choses-là, toujours dans le but de sensibiliser. Et là, la toiture, du coup, c'était en tuiles de réemploi, parce que les toitures, c'est aussi, comme les fondations, un point qui est assez difficile ou oublié dans l'éco-construction, parce qu'il y a peu de toitures qui sont vraiment écologiques. Enfin, il y a la chaume, typiquement, en Provence, mais avec les PLU, des fois, on est aussi contraint de rester dans des techniques plus classiques. Donc quand on n'arrive pas à utiliser une ressource naturelle peu transformée, on peut aussi se tourner vers le réemploi, qui peut être une bonne solution dans certains cas. Et voilà. Et enfin, la dernière chose intéressante au Tier Lab des transitions, c'est qu'on se sert à chaque fois de ces travaux de rénovation pour former le plus de gens possible à ces techniques-là, toujours dans le but de préserver les savoir-faire et de sensibiliser. Du coup, on organise pas mal des formations tout public où on enseigne pendant 2 à 3 jours à n'importe quel type de gens. Ça peut être des autoconstructeurs, des architectes, enfin ce qu'on appelle le grand public, aux techniques de construction terre principalement. Un autre volet de notre activité, c'est la construction. Donc là, il y avait pas mal de construction dans le projet du Tier Lab, mais on peut aller d'ailleurs un peu plus vite. Qu'est-ce que ça fait ? Ah oui, ça c'est la suite de la formation. C'est formation aussi pour des professionnels. C'est-à-dire qu'on intervient comme formateur dans des OPEX et ouvriers professionnels en éco-construction pour former parce qu'il y a des antennes comme ça dans différents endroits proches de Marseille qui forment chaque année 10 ouvriers en éco-construction avec ces techniques-là de pierre, de bois et de terre. Du coup, on intervient pour faire animer des semaines de formation sur la terre. Je vais peut-être vous présenter vraiment rapidement parce que c'était intéressant de voir les différentes choses qu'on fait, mais l'heure tourne. Là, c'est un projet où on a été appelé pour améliorer la chaîne de production et produire des milliers de briques. C'est des briques de terre crue comme ce qu'Alice racontait qu'on a fait au Tier Lab. Là, c'est la même chose, mais au Château Lacoste pour une artiste. Donc, c'est un lieu d'art contemporain non éphémère, des grandes sculptures artistiques. Et là, en l'occurrence, l'artiste Prune Nourri voulait une œuvre avec 18 000 briques de terre crue. Et l'idée, c'était d'arriver à les produire sans machine, uniquement la terre séchée au soleil. Et du coup, c'est ce qu'on a fait pendant un mois. On a produit, nous, 15 000 briques de terre crue parce qu'ils en avaient déjà produit 3 000 avant. C'est juste pour parler de la production des matériaux qu'en fait, avec une ressource, on peut arriver à avoir un matériau très solide qui permet de construire des tours d'ailleurs dans d'autres pays.
et sans cuisson et qui est réversible à l'infini. C'était ça le petit truc. Et aussi des murs, un mur empisé sur l'île des Ambiers. Il y a cette technique où on va compacter de la terre, on l'a réalisée aussi dans un chantier en collaboration avec un charpentier. Et il y a toute une autre partie qui est peut-être un tout petit peu différente, qui est l'accompagnement à l'autoconstruction, où tout d'un coup, les savoirs qu'on a acquis sur les constructions en terre crue, on essaie de permettre à des clients de pouvoir avoir des murs très qualitatifs chez eux, mais si eux mettent la main à la pâte, c'est-à-dire que ça peut être le moment où au lieu d'avoir, on fait deux devis, un devis artisan qui va peut-être coûter vraiment assez cher parce qu'il faut qu'on se rémunère et que ça met beaucoup de temps, et un devis d'accompagnement où là tout d'un coup on peut rester 1, 2, 3 jours, ça dépend du profil des habitants, ça dépend des chantiers, ça dépend des techniques, mais on peut venir pour lancer le chantier, expliquer la technique, montrer la provenance des matériaux, enfin comment on fait pour se fournir parce que c'est compliqué, lancer la technique et ensuite on s'en va, ils peuvent continuer sans nous et peut-être qu'on peut revenir une fois de temps en temps, mais du coup c'est pas du tout le même devis et ça permet de faire des choses ultra pertinentes comme ce qu'on a fait dans le Var à plusieurs reprises. Et avec un autre CAE aussi, là c'était des animations d'enduit et de diffusion de la terre locale, le CAE de Toulon. Voilà, et merci. Donc ça c'était pour toute la partie qui est vraiment en développement de construction, soit sous forme d'accompagnement, soit en tant qu'artisan, soit architecte et artisan, soit... Enfin, voilà. Et donc ça c'est un chantier public, c'est encore un autre projet, qui est un nouveau projet qui concilie les trois thèmes principaux, construction, recherche et transmission une fois de plus, et qui est un projet sur lequel on a été appelé en tant qu'architecte, et c'est pour une maison familiale à Fontenay-sous-Bois, ça c'est pour le coup près de Paris, en région parisienne. Et cette maison dont le chantier va démarrer à l'automne prochain, et qui est en fait un projet d'architecture qu'on a adossé à plusieurs choses. La première chose, c'est on le construit en partenariat avec le pavillon de l'Arsenal, et qui fait l'objet de ce projet qui s'appelle Chantier public. Et l'idée, c'est qu'on va construire cette maison en ouvrant le chantier 3 à 4 fois pour faire des chantiers écoles en partenariat avec eux, avec des écoles d'archi, mais pas que, aussi des organismes de formation et tout ça, des scolaires de la ville de Fontenay-sous-Bois. Et voilà, et l'idée c'est un petit peu dans la même prolongation qu'on a fait au Costil pour le tour des France des maisons écologiques, ce que font Emmanuel et Alice à Marseille. L'idée c'est de faire un projet francilien avec des matériaux franciliens. On n'en est peut-être pas aussi loin aujourd'hui en termes d'identification des matériaux, mais on va travailler avec des gisements franciliens, donc on va plutôt être a priori sur de la paille, sur de la terre, avec toutes les problématiques des terres d'excavation du Grand Paris qui sont un grand sujet aujourd'hui. Voilà. Et ça va nous permettre de mêler à la fois le statut d'architecte dans un projet comme ça, celui d'animateur de chantier participatif et celui d'artisan qu'endossent notamment Emmanuel et Alice en tant qu'artisans qui pratiquent avec la terre et les fibres tous les jours dans le projet. Donc c'est un peu une nouvelle étape aussi de se dire qu'on peut vraiment concilier vraiment de différents métiers à l'intérieur d'un même projet sur différents postes. Voilà. Et ça c'est le dernier point qu'on vous présente aujourd'hui. C'est un projet qui est aussi en cours, qui est encore une fois dans la continuité de ce qu'on a pu faire par le passé, et qui nous amène aujourd'hui devant vous, en plus de l'expo. Quand on a commencé à discuter avec le CIE Rhône Métropole de Lyon l'année dernière, on a réfléchi à installer l'exposition sur le Costil, sur la Normandie, etc., sur comment on a établi cette méthodologie pour trouver plein de ressources proches d'un chantier. On s'est dit que c'était quand même dommage de parler d'un projet qui se situe en Normandie, même si ça donne des pistes de réflexion pour en fait n'importe où en France. On est dans une démarche qui est réplicable partout. Et donc l'idée c'est que comme elle est réplicable partout et que l'idée c'est qu'on trouve des choses différentes à chaque fois, c'est qu'on fasse une sorte de mini expérience similaire à ce qu'on a pu faire le passé, mais dans le Rhône, en parallèle de l'expo. Voilà, donc en plus
du projet de Normandie. On a passé plusieurs semaines récemment dans le territoire, dans un périmètre de 100 km autour du CAUE, pour aller voir ce qu'on y trouvait. Et une fois de plus, on y a trouvé des choses assez différentes de ce que Emmanuelis on peut trouver en Provence, avec de la paille de lavande, du liège, des cannes ou ce genre de choses, ou dans Normandie avec le chanvre, la terre, la brique, etc. On a fait une quinzaine de visites, je pense, que jusqu'à maintenant. Voilà, un peu de la même façon, procéder à des entretiens avec toujours un peu le même protocole pour récupérer des infos chiffrées, mais aussi des témoignages de gens qui expliquent l'état de leur filière économiquement, socialement. Est-ce que c'est plutôt très porteur? Est-ce que c'est des filières qui sont au bout de course? Autour de 5 thèmes différents principaux, qui sont la pierre, qui est très très présente dans cette région, sous différentes formes, avec différentes natures géologiques, etc. On a visité des carrières qui sortent des blocs énormes, comme par exemple les carrières de Bugey ou de Villebois, qui sont très différentes des carrières qu'on trouve effectivement dans le Beaujolais. La pierre dorée, c'est vraiment une filière qui est en fin de course. Il reste au fond une seule personne qui l'exploite aujourd'hui, qui s'appelle Fabrice Molina, et en fait, ce sera peut-être le dernier, parce que c'est une pierre qui est très difficile, qui est difficile à exploiter, qui est difficile à mettre en œuvre. Enfin bon. Et on pourra en parler pendant des heures. Le bois qui est effectivement exploité aussi de façon très différente dans un périmètre assez proche ici, c'est qu'il y a des plantations de résineux de Douglas qui datent des plans de déploiement d'après-guerre dans la vallée de l'Azergue. On a des vieilles forêts de résineux dans le Forez. Il y a des scieries qui sont de taille moyenne mais qui exportent leur bois à l'étranger. On a au pouvoir des scieries qui en fait ne vendent leur bois que dans un rayon de 30 km. Sur la question de la terre, on a rencontré des artisans, parce que c'est vrai que le principal enjeu, c'est de trouver des personnes qui la mettent en œuvre. Les fibres, avec par exemple, des acteurs comme Manufacture Bois-Paille qui ont réussi à faire du caisson préfabriqué avec des ressources quasiment que locales, ce qui est assez génial, et d'avoir réussi à monter ça notamment économiquement. Et puis aussi la question du réemploi, on a rencontré des acteurs comme Mineka, comme Bobby, comme Ressources, etc., qui travaillent là-dessus. Donc voilà, ce projet de recherche est en cours. Pour l'instant, on est en train de faire les visites. Il y aura une restitution qui sera faite à partir du mois de mai, sous forme de... Alors non, à partir du mois d'avril, où il y aura des petites présentations à des scolaires avec des prototypes fabriqués avec les matériaux du coin, des formations au mois de mai, une deuxième au mois de septembre, et voilà, il y aura un petit complément à l'expo qui sera là à partir du mois de mai, pour raconter ce qu'on a trouvé ici. Oui, et dans la conférence qu'on fera pour la clôture, on parlera de cette recherche aussi, et on en parlera un peu plus en détail. Et voilà. Merci beaucoup.